Je vous ai promis de vous parler aujourd'hui des francs-maçons et en Hainaut particulièrement. Alors, avant de commencer, il faut savoir une chose qui est très importante. Dans la franc-maçonnerie, il y a deux tendances depuis qu'elle existe. Il y a la tendance qu'on appelle opérative, c'est-à-dire ce sont des gens qui travaillent le bois, qui travaillent la pierre. C'est le Moyen-Âge. On est franc-maçon par le travail en principe jusqu'au XVIIIe siècle, mais d'autres vont encore continuer cette ancienne tradition. On appelle donc cela la franc-maçonnerie opérative. À partir du XVIIIe siècle, il y aura une autre franc-maçonnerie qui va naître, qui va hériter tous les secrets des gens qui ont construit des édifices profanes, civils, des édifices religieux, et ils vont hériter de leurs secrets, ils vont les tenir précieusement, ils vont les récupérer d'une certaine façon, et on appellera ça des francs-maçons spéculatifs. Donc il y a une très grande différence entre les deux. Les loges que nous connaissons à l'heure actuelle, eh bien, ce sont des maçons spéculatifs. Ce sont des gens qui parlent de l'actualité, qui ont un atelier où on pratique certains travaux, on parle un peu politique aussi de temps en temps, ça fait plaisir à tout le monde, tandis que il sera question aujourd'hui surtout de la franc-maçonnerie opérative, c'est-à-dire celle qu'on ne connaît pas, ou très peu. La franc-maçonnerie va vivre un nouveau retour à elle-même au XIXe siècle, lorsqu'on aura affaire à une franc-maçonnerie anticléricale, qui combattra l'Église férocement même. Et il faut dire aussi qu'au XIXe siècle, on va rencontrer des maçons qui seront à la fois opératifs et à la fois spéculatifs. Ça veut dire, je vous cite un cas par exemple, Joseph Poulard, l'auteur du Palais de Justice et d'autres monuments. Eh bien, Poulard, il était opératif puisqu'il était architecte, il faisait des plans, il organisait des constructions, donc il était en quelque sorte très proche du Moyen-Âge, et il était en même temps spéculatif, maçon spéculatif, parce qu'il fréquentait une grande loge où on ne construisait rien, sauf en pensée. Voilà la grande différence entre les deux. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de ce chaînon qui a eu lieu à un moment donné où on a changé de franc-maçonnerie. Ça se passera en Hainaut, c'est très curieux. Chez nous, c'est pour ça que j'ai intitulé la conférence « Les francs-maçons en Hainaut ». Pour cette bonne raison. Et on verra la jointure entre ces deux. On verra les traces qui existent encore de nos jours en Hainaut. Je vais de temps en temps montrer ça à des groupes sur place. Et nous verrons tout s'est passé chez nous, à Bruxelles, ensuite, mais dans le Hainaut d'abord. Et c'est dans le Hainaut qu'on peut retrouver le plus possible de traces, de passages des gens qui ont travaillé le bois depuis le Moyen-Âge et qui ont travaillé la pierre. Les traces existent, et c'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. La dia que vous avez devant vous représente un maçon, un architecte, un maître d'œuvre du Moyen-Âge. Vous voyez qu'il a son compas, il a l'équerre, et il va se lancer dans la conception d'un bâtiment religieux, vraisemblablement une cathédrale. Ce que vous devez retenir, ce sont déjà deux éléments, c'est-à-dire l'équerre qu'il tient dans la main et le compas. C'est important pour commencer cet exposé. Voilà une scène traditionnelle qui représente une cérémonie d'investiture, c'est-à-dire que nous sommes au XVIIIe siècle, là, au milieu du XVIIIe siècle, et nous avons un nouveau postulant, un nouveau maçon qui entre en maçonnerie. Ces images ne sont pas secrètes, elles sont très connues. Tous les livres qui parlent des maçons, eh bien, parlent de ces différents rites d'initiation. En voilà un, il y en a
beaucoup d'autres. Donc ici, nous ne sommes plus confrontés à des bâtisseurs, à des gens qui travaillent. Non, nous avons affaire à des gens, des réunions où l'on parle politique et philosophie. Et nous allons essayer de démontrer ce grand changement qui a eu lieu chez nous dans notre pays. Alors, à qui devons-nous la création des loges maçonniques dans notre pays? Eh bien, c'est à notre gouverneur des Pays-Bas, qui est le représentant de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche chez nous, chez Charles de Lorraine. Charles de Lorraine était donc grand maître de l'ordre maçonnique lorsque la loge sera créée. Il est déjà grand maître de l'ordre teutonique et il est également roi de Jérusalem, ce qui est un titre honorifique. Ça veut dire que l'empereur, le gouverneur à cette époque-là, qui est le beau-frère de l'empereur d'Autriche, a plus d'importance que l'empereur lui-même, étant donné qu'il a le titre de roi de Jérusalem. C'est un titre important, c'est un personnage qui vient immédiatement après le pape. Mais roi de Jérusalem est un titre honorifique au XVIIIe siècle, c'était un titre en plein pouvoir au Moyen-Âge, puisqu'à cette époque-là, il y avait un roi de Jérusalem reconnu. Donc, c'est à ce monsieur que nous allons devoir la création des loges chez nous, dans ce qu'on appelait les Pays-Bas autrichiens. Actuellement, c'est en grande partie la Belgique. Alors, c'est une statue qui se trouve en plein cœur de Bruxelles. Tout le monde la connaît. Ça se trouve sous la place du Grand Sablon. Tout le monde la connaît, mais plus personne n'en connaît la signification. Au XVIIIe siècle, il y aura des troubles en Écosse. Les Anglais vont chasser, ou plutôt il est parti beaucoup au moment où il fallait, le roi d'Écosse, et il va se réfugier à Bruxelles. Le roi d'Écosse est maçon, puisqu'il a participé à la création de la première loge maçonnique, c'est-à-dire à Édimbourg. Il s'est réfugié chez nous, et pour remercier de l'accueil des Bruxellois, il avait réservé une somme d'argent qu'il a léguée à son fils, qui s'appelait Thomas Bruce. Et Thomas Bruce, en souvenir de son père, a fait construire en plein milieu du marché du Sablon cette statue. Cette statue qui représente l'empereur d'Autriche dans un médaillon, la déesse Pallas, qui est la déesse de la connaissance, et puis il y a trois petits angelots, on en voit deux, il y en a un troisième derrière, trois petits angelots qui représentent à eux seuls déjà un symbole chiffré de la franc-maçonnerie, puisqu'il y a toute une série de nombres symboliques dans la franc-maçonnerie. Vous avez vu déjà deux outils, là tout à l'heure, vous avez vu le compas, l'équerre, et ici, nous avons un chiffre, le nombre des petits anges tout autour de la déesse, ils sont au nombre de 3. Vous voyez, le troisième se cache derrière, on voit à peine, on voit sa tête. Il y a en dessous de ce monument une devise également qui est maçonnique. Comme ça, une fois pour toutes, eh bien, le monument a été déclaré symbolique, monument qui a été conçu en l'honneur des francs-maçons de Bruxelles. Eh bien, ici, vous avez ce qu'on appelle une loge maçonnique. Seulement, les loges ne sont plus du tout comme cela maintenant. Il s'agissait, et il s'agit toujours, de la première loge maçonnique bruxelloise. Pas belge, mais bruxelloise. Si bien que, étant donné que cette loge a été conçue sous le règne de Charles de Lorraine, eh bien, les maçons étant très chrétiens à l'époque, et l'ont toujours été, donc, Charles de Lorraine va s'attribuer un nom et va baptiser cette loge, la loge Saint-Charles. Vous ne voyez aucune inscription de loge maçonnique, sauf qu'en dessous, chapelle de son Altesse royale. C'est une inscription qui a été placée beaucoup plus tard. On y voit à nouveau un rappel du chiffre 3, c'est-à-dire le triangle. Il se trouve flanc petit dans le haut. C'était une chapelle à l'origine. On n'a rien transformé. Plus tard, on en fera des écuries.
Et c'est Napoléon Bonaparte qui en fera une chapelle protestante, et actuellement c'est toujours une chapelle protestante, c'est la chapelle du musée, on l'appelle, à Bruxelles. Donc voilà les différentes transformations d'une loge maçonnique: chapelle, loge, loge, écurie, écurie, église protestante. Donc Bruxelles possède une loge maçonnique, mais vous imaginez que très vite, eh bien, on aura un circuit qui va s'établir. Il y aura 2, 3, 4, peut-être 5 loges, je pense, dans Bruxelles. 5 loges qui vont être fréquentées au XVIIIe siècle par la noblesse surtout, et par des militaires, des officiers supérieurs. Qui dit loge maçonnique dit relais de poste. Il faut presque obligatoirement, en face d'un relais, il faut une loge maçonnique. Pourquoi? Mais pour la bonne raison que la loge, je vous l'ai dit, étant un nid de politiciens par la même occasion, on aime bien savoir ce qui se passe dans le pays. Alors je m'explique, vous avez par exemple une loge à Mons, et bien en face de la loge de Mons, il y a également une auberge, un relais de poste, de telle façon que dans la loge, on peut savoir qui entre et qui sort du pays. C'est assez extraordinaire. C'est déjà pas mal d'avoir créé des loges pratiquement et uniquement dans ce but. Donc, Charles de Lorraine, grâce à ce circuit maçonnique et grâce au relais de poste, puisque chaque maître de poste doit faire partie d'une loge à son tour, c'est donc une sorte de toile d'araignée qui fonctionne. On sait qui entre, qui sort du pays au moment même. C'est très important. Alors Charles de Lorraine va ainsi apprendre que dans un relais de poste de Casteau, à quelques kilomètres de Mons, va entrer un personnage qui est très très connu, pour un farfelu peut-être, qui est le comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain est un personnage, on ne sait pas quand il est né, dit-on, on ne sait pas quand il est mort, il a raconté des tas de fables, qu'il a même connu Jésus-Christ en passant. On le croit apparemment parce que le XVIIIe siècle aime bien tous ces énigmes et ces personnages comme Cagliostro, comme Casanova et bien d'autres. Et grâce à ce relais de poste de Casteau, le jour même où le comte de Saint-Germain entre sur les terres de l'Empire, eh bien l'empereur est au courant. Et en même temps, notre gouverneur, Charles de Lorraine, ira l'accueillir. Oui, tout ça va très vite, aussi vite qu'une lettre à la poste. Voilà Charles de Lorraine, qui n'a pas d'emblème maçonnique, absolument pas. Il a une croix, fleur de lysée, il a une croix, la croix des chevaliers teutoniques, puisqu'il est le grand maître. Il y a une croix que l'on ne peut pas très bien définir, qui justifie peut-être sa chrétienté, c'est bien possible. Ce n'est pas la croix de Jérusalem, je n'en ai malheureusement pas. Et il n'a déposé, il n'arborait jamais une croix de Jérusalem. Mais ça se trouve dans son blason. Donc, le comte de Saint-Germain sera accueilli à Bruxelles. Il va loger dans un hôtel pas loin de la place Poulard, qui est l'actuel hôtel de Mérode. Et il aura des travaux à réaliser chez nous. Le premier travail qu'on va demander au comte de Saint-Germain, qui lui est maçon depuis bien longtemps, eh bien, on va lui demander de concevoir le parc de Bruxelles chez nous. Et le parc de Bruxelles, le voilà, à vol d'oiseau. Il y a seulement une petite différence, c'est que à l'époque de Léopold II, eh bien, on a coupé ceci et on en a fait une ligne droite. Et on a créé la place des Palais. Donc ceci a été légèrement raboté. Mais le comte de Saint-Germain a réalisé ce parc de telle façon, regardez bien, de telle façon que cette panoplie d'outils maçonniques va se retrouver dans le plan du parc. Vous les retrouvez tous, mélangés, on y trouve un compas, on y trouve l'équerre et des tas d'autres choses. Maintenant, je vais vous décomposer tout cela en détail. Voilà. Vous retrouvez de nouveau le plan du parc de Bruxelles, mais vous avez à chaque fois un outil
qui est noirci à l'endroit où il faut en tenir compte. Regardez, vous avez deux grandes allées et vous avez un étang dans le fond, rond, c'est le compas. Vous avez l'équerre à côté, hein, vous avez un maillet, vous avez un marteau, un fil à plomb, en dessous aussi, et vous avez une truelle. Tout à fait en bas à droite, il y a une truelle, hein, si bien que la truelle va former un triangle, les trois côtés, un nombre clé de la franc-maçonnerie, je vous l'ai montré tout à l'heure avec les trois petits anges sur la statue, et cette truelle a un manche, et le manche se termine à la place royale, où il y avait jadis une statue de Charles de Lorraine. Maintenant, c'est une statue ridicule qui représente votre Panthéon, on ne sait pas pourquoi. Un jour, on a eu l'idée de mettre ça sur cette place, c'est très bien. Mais on aurait beaucoup mieux fait de rétablir la statue de Charles de Lorraine à cet endroit. Et ça démontre bien à ce moment-là que la truelle, qui est un instrument, qui est un outil capital aussi dans la franc-maçonnerie, que cette truelle est tenue, les rênes de la franc-maçonnerie sont tenues par Charles de Lorraine. Voilà ce que ça représente. Donc vous voyez qu'ici, au XVIIIe siècle, on ne travaille plus, les maçons ne travaillent plus la pierre, le bois, non. Ce sont des loges qui ont changé, ce sont des loges philosophiques, seulement on a récupéré les secrets des maçons pour les entretenir. Des maçons, c'est-à-dire ceux qui travaillaient la pierre et le bois. Ce qui va changer aussi, dans certaines églises, c'est qu'on va totalement abandonner l'idée d'un Jésus, fils de Dieu, crucifié. Alors pendant tout un temps, hein, jusqu'au règne de Bonaparte, toutes les églises ne devront plus obligatoirement représenter le Christ crucifié sur l'autel. Allez maintenant dans des églises, je peux vous en montrer quand vous voulez, il y a encore des églises où il n'y a pas de Christ sur l'autel, parce qu'on a conservé hein, ce changement de doctrine du XVIIIe siècle. Alors, que va-t-on mettre en valeur à la place? Eh bien, on aura celui qu'on appelle le grand barbu, un regard sévère, c'est celui qu'on appelle Dieu le Père. Pourquoi ce changement de philosophie? Eh bien, parce que Dieu le Père, c'est le grand architecte. Vous savez, ça, c'est lui qui a conçu le monde, donc c'est le grand architecte. Et remarquez, ce Dieu le Père-là, il est en majesté au-dessus de l'autel, ce qui est tout de même assez rare. Hein. Il tient le monde, c'est donc celui qui a créé le monde, c'est un grand créateur, et il tient un sceptre comme un roi, qui se termine par un triangle. Nous avons à nouveau cette référence à la franc-maçonnerie par les trois côtés du triangle, c'est-à-dire un symbole, celui du nombre 3, du chiffre 3. Ça existe toujours, on rencontre cela de temps en temps dans des églises de style baroque, mais actuellement, on a dû placer un petit crucifix sur l'autel, au-dessus du tabernacle généralement, hein, parce qu'on a changé les habitudes depuis le 19e siècle. Mais à l'origine, au 18e, c'était cela. Donc, c'est un changement de doctrine qui va apparaître dans les églises. Je n'ai pas dit que c'était une église de francs-maçons, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est une doctrine, c'est une tendance qui va changer. Voilà ici une tombe qui se trouve à l'église Sainte-Gudule, chez nous, à la cathédrale. Elle est toujours cachée, curieusement. Ou bien il y a un paravent, ou bien il y a un tapis. Hein? On la cache. Alors, moi, lorsque je la fais visiter à des historiens ou des personnes qui m'accompagnent, eh bien, et vous le voyez sur le côté, je suis chaque fois obligé d'enlever un tapis qui cache cette tombe. L'Église est un peu gênée de montrer cette tombe, on se demande pourquoi. Hein? Ça a peut-être changé maintenant, puisque le doyen a changé également à l'église Sainte-Gudule. Et voilà la tombe d'un architecte du XVIIIe siècle. L'architecte s'appelait Jean Cosensz. Il est l'auteur de nombreuses maisons baroques à Bruxelles, dont certaines maisons autour de la Grand Place, par exemple.
voyez le style de ces maisons. Et voilà sa pierre tombale, où on retrouve, encore une fois, une truelle, un triangle, le maillet, le marteau, le compas. On retrouve cette panoplie d'attributs, ce sont des attributs, pour travailler la pierre. Hein? Les maçons ont été très intelligents ici, parce qu'en principe, cette tombe ne devait plus se trouver dans l'église. À un moment donné, bon, à la fin du 19e siècle, hein, on a décidé de détruire certains monuments qui rappelaient la franc-maçonnerie. Ici, on a échappé belle, la tombe existe toujours, et les initiales de l'architecte étaient Jean Cosin, c'est-à-dire Johannes Cosin, I-C, la lettre I, la lettre C, qui peuvent faire penser à Jesus Christus, qui veut dire qu'il avait les mêmes initiales que Jésus-Christ. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle on a conservé cette tombe. Mais là, je n'ose pas y jurer. Je ne mets pas ma main au feu, mais c'est peut-être une des raisons. Donc, encore une fois, nous sommes au 18e. Hein, et ici, nous avons affaire à un homme qui travaille et en même temps qui est franc-maçon. C'est-à-dire, il cumule les deux. Le travail de la main, de la pierre ou du bois, la sculpture également, la décoration en général, et en même temps, il fait partie vraisemblablement d'une loge philosophique, une loge spéculative. Voilà ici quelque chose de très curieux que j'ai découvert dans une église en France. La statue, je ne l'ai pas photographiée parce qu'elle est banale, c'était une représentation de Saint Joseph, j'ai gardé le nom, hein, et en dessous vous avez un socle avec de nouveau toute cette panoplie d'attributs. Seulement, ce n'est pas du XVIIIe siècle, ce socle doit être de disons, la première partie du XIXe siècle. Et ça ne tient pas la route avec un Saint-Joseph. On ne représente pas des outils maçonniques hein, en dessous d'un Saint-Joseph, ce qui veut dire qu'à l'origine, et vous le voyez d'ailleurs, cette statue ne se trouvait pas à cet endroit. Il y avait une autre statue. Je serais d'ailleurs très curieux de savoir quel était le saint qui pouvait se permettre de s'attribuer hein, une telle gamme d'instruments qui sont typiquement maçonniques. Il n'y en a aucun pour ma part, mais ici, en principe, il devait y avoir quelqu'un. Certainement pas Saint-Joseph. Voilà encore une représentation, mais ici nous entrons dans le Hainaut. Nous entrons dans le Hainaut, nous sommes à Arkennes, c'est pas loin d'ici, hein, où vous avez de nouveau, il s'agit d'une tombe maintenant qui date du 19e siècle, dans les années 1880, et un maçon, un franc-maçon du coin, à Arkennes, hein, a souhaité avoir sous sa tombe une panoplie d'instruments qui rappellerait à celui qui le sait qu'il faisait partie d'une loge maçonnique. Peut-être opérative et spéculative en même temps, puisque vous allez le voir plus loin, la région de Nivelles, Arkennes, Feluy et même jusque Mons, ce sont des endroits où on travaillait la pierre, et avec des carrières là. Donc il est très possible que ce brave homme qui est enterré là, eh bien, il ait été maçon spéculatif et opératif. Faisant partie d'une loge moderne, il travaillait également la pierre. Mais si vous ne savez rien, eh bien sur la tombe, il n'y a rien d'inscrit. Pour les profanes, ils ne comprennent pas. Alors, revoilà Charles de Lorraine. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle. Comment va naître cette première loge? Eh bien, c'est très difficile à dire. Parce que même entre maçons, ils ne tombent pas d'accord. Mais pour ma part, recherche faite, la première loge maçonnique se trouvait à Mons. À Mons, où aura lieu certaines réunions entre des officiers français et des officiers anglais qui se disputent sur le champ de bataille le jour et qui se réunissent à cet endroit le soir venu. Et puis après avoir discuté, après avoir beaucoup parlé dans la loge, on n'avait que la rue à traverser et on se trouvait dans l'auberge, dans le relais de poste. Donc Charles de Lorraine va donner l'autorisation, il va créer un système,
il va commencer par donner l'autorisation de la création d'une loge à Mons. Ce serait vraisemblablement la toute première loge maçonnique du pays. Voilà une gravure qui n'est pas rare, qui représente ce qu'on appelle une tenue dans une loge, hein, où vous avez les différents personnages qui assistent à cette tenue, et vous voyez immédiatement, hein, vous avez l'habitude maintenant, vous avez immédiatement les attributs maçonniques, vous avez deux compas, hein, qui se chevauchent, et vous avez un triangle en dessous. Remarquez que certains ont un triangle au collier, par exemple, en collier, et ce qu'on appelle un tapis de loge. Il se trouve au milieu de l'assemblée. Certains endroits, eh bien, les maçons seront pourchassés. Alors ce tapis de loge qui est obligatoire, il y a des tas d'inscriptions là-dessus, on ne va pas rentrer dans les détails, eh bien, les maçons se réunissaient, mais on savait qu'il y avait avoir des fouilles, des descentes de police, et on dessinait le tapis de loge à la craie sur le sol, et lorsque la police intervenait dans la loge, eh bien, on improvisait un bal, puisque les premières loges étaient mixtes. On improvisait un bal, et en même temps, les robes des dames effaçaient la craie qu'il y avait sous le sol. Oui, qu'à toute époque, on a eu d'excellentes idées, parce qu'il a fallu se cacher. Hein. Rome, le pape a condamné les francs-maçonneries à une certaine époque, au XVIIIe, c'était très mal vu de l'Église, donc il fallait se cacher. C'est peut-être une des raisons pour laquelle c'est une déformation. Actuellement, les maçons se cachent toujours, de moins en moins, mais enfin chez nous, c'est resté assez de rêve. Voilà cette première loge maçonnique. À Mons, c'est la loge de Mons actuelle. Naturellement, remarquez, cette loge, un petit coup d'œil, ne date pas du XVIIIe siècle, bien sûr. Tous ces éléments ne seraient jamais trouvés à l'extérieur d'une loge au XVIIIe siècle. Hein? C'était indiqué du doigt ce qui se passait dans cette maison. Cette loge-ci, le bâtiment date de la fin du XIXe siècle, hein, est toujours fréquenté, donc fin du XIXe siècle, mais l'endroit existe, pour notre bonheur, l'endroit où se trouvait la première loge, c'était là, quoique le bâtiment n'est plus celui-là. Alors, si vous êtes un minimum initié, eh bien, en passant là-devant, eh bien, vous devez découvrir la raison d'être de ce bâtiment. La raison d'être de ce bâtiment, c'est une loge maçonnique. Regardez, vous le verrez mieux, je pense. Regardez, vous avez à nouveau les deux compas. Vous avez compas équerre et deux compas ici. On ne peut pas se tromper. Remarquez le péristyle, vous avez à nouveau un triangle, trois côtés. Le chiffre 3 est à nouveau mis en évidence. Donc ici, automatiquement, vous vous arrêtez, il s'agit d'une loge, vous ne pouvez pas vous tromper. En face de la loge de Mons, eh bien, existe toujours, mais il est en ruine maintenant, bien malheureusement, existe toujours l'ancien relais de poste, qui date, lui, du XVIIIe siècle. On avait donc la rue à traverser. Ce qui veut dire que le maître de poste, puisque c'est également un maître, celui qui commande la poste, le maître de poste était initié à la loge qui se trouve en face, et de telle façon, il pouvait à son tour renseigner tout ce qui se passait, tout ce qui rentrait et sortait dans le pays, parce que là nous sommes pratiquement à la frontière. Nous sommes à Mons. La France se trouvait déjà à 2-3 km ici, derrière ce relais de poste. Charles de Lorraine avait mis un système au point aussi. Il voulait un homme de confiance dans chaque loge du pays. Ces gens se réunissaient tous les 15 jours en pratique. Ce qui veut dire que non seulement le gouverneur savait qui entrait et sortait du pays, mais il savait également tout ce qui se passait dans les autres loges. Oui, c'était très astucieux, hein? Ça n'a plus rien de constructif, c'est presque devenu un nid d'espions. Vous voyez comme les loges ont changé
depuis le Moyen-Âge. Mais nous retournerons au Moyen-Âge tout à l'heure. Donc nous retrouvons cette façade et nous avons des éléments en plus au XIXe siècle. Regardez, un motif ici qui est typiquement égyptien, parce que les maçons revendiquent, à tort ou à raison, je ne crois pas qu'ils ont raison, revendiquent une origine dans la Haute-Égypte. Vous savez, c'était très à la mode au XVIIIe siècle, tout ce qui était égyptien était fantastique. Et des sectes sont nées en disant, nous remontons, nous, depuis l'Égypte, comme la Rose-Croix par exemple, ils prétendent qu'ils sont de descendance de la Haute-Égypte. Ça reste à prouver, enfin c'est amusant. Mais les maçons, ils en sont convaincus, mordicus, et la preuve, vous avez un attribut égyptien ici, et vous avez une étoile à 6 branches. Et vous retrouvons également, lorsqu'il est question de franc-maçonnerie. Vous avez également des lotus, vous les voyez là? Des petits lotus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 lotus d'un côté, 8 de l'autre. Ceci est également un attribut égyptien. Vous prenez les 8 lotus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez les autres de l'autre côté. 8 et 8, ça nous fait 16. 16, ce sont 2 nombres. Vous ajoutez le 6 au 1 et vous avez 7. 7 qui est le chiffre maçonnique par excellence. Vous voyez comment les maçons travaillent. Ce sont des secrets, mais lorsque je vous en parle maintenant, ce ne sont plus des secrets, puisque vous le savez. Remarquez les modillons, les petites pierres, ici sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 modillons. Donc, je vous parlais de nombres importants en franc-maçonnerie. Nous avons le 3, nous avons le 7 et nous avons le 12. Le 6 également, mais on en parle moins. Ce sont donc des chiffres, des nombres clés que l'on retrouvera toujours chez les maçons. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ce qui veut dire également que ces nombres clés vont se retrouver dans l'Église catholique romaine depuis le très haut Moyen-Âge, mais qui auront peut-être une autre signification, ou bien seront employés autrement. Voilà le haut, toujours la même loge, toujours le même bâtiment. Voilà le haut, où vous avez ce triangle, à nouveau. Et ici, vous avez 2 colonnes. Et ces 2 colonnes, c'est un symbole, ça représente les 2 colonnes du temple de Jérusalem. Parce que si les maçons prétendent qu'ils sont de descendance égyptienne, de nouveau 2 motifs égyptiens, eh bien, ils sont passés également par le temple de Jérusalem, puisqu'ils prétendent que c'est eux qui ont construit le temple de Jérusalem. Encore une fois, au XVIIIe siècle, ils prétendent que ce sont les maçons qui sont venus avant eux, qui travaillaient, qui ont construit le temple. Il ne faut pas se leurrer. Les maçons du XVIIIe siècle ne vont plus rien construire du tout. Je dirais même à la limite qu'ils vont détruire beaucoup. Mais c'est un autre problème. Vous avez d'autres petites pierres ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elles sont au nombre de 7. Donc voilà la description de cette façade qui correspond exactement à ce qu'on appelle des symboles de la franc-maçonnerie. Il n'y a toujours pas indiqué qu'il s'agit d'une loge par la force des choses. C'est réservé seulement aux initiés, à ceux qui savent, et automatiquement vous faites le rapport avec la situation et l'endroit où vous vous trouvez. Ça devient de moins en moins compliqué. Alors, donc Charles de Lorraine, vous l'avez compris, il est maître des loges des Pays-Bas autrichiens. Il a placé un homme dans chaque loge et il invite automatiquement, au moins une fois par mois, le maître d'un relais de poste, des relais de poste du pays. C'est une organisation extraordinaire, même de nos jours, on n'a pas ça. Extraordinaire. Ces maçons qui sont invités à se rendre à ces réunions, le gouverneur a créé 30 postes. Ce sont donc 30 personnages qui sont membres dans les loges du pays et qui viennent lui rapporter ce qui se passe. Seulement,
on ne se réunit pas toujours à Bruxelles. On se réunit pas toujours à la place du musée, dans cette chapelle que je vous ai montrée tout à l'heure. On a d'autres endroits secrets que l'on fréquente. Eh bien, en voilà un. En voilà un, et c'est une ancienne ferme qui se trouve pas loin de Nivelles, à Bornival. Une très jolie ferme, à l'extérieur du village, face à une grande vallée, et face de l'autre côté à l'église Saint-François. Eh bien, vous avez là affaire à une loge ultra secrète. Ce qui veut dire que ces personnages se réunissaient, ces 30, que l'on appellera les supérieurs inconnus. C'était leur nom, puisqu'ils ne s'appellent pas par leur nom entre eux, mais ils se connaissaient. Hein? Il y avait les Tassis, par exemple, du château des comtes de Horn à Braine-le-Château. Enfin, il y avait des tas de gens que l'on connaissait. Il y avait quelques architectes également. Eh bien, on se réunissait dans cette ferme. On dit, je ne l'ai pas visité, qu'il y avait un souterrain qui allait de la ferme vers l'église Saint-François. Et de l'église Saint-François, à quelques centaines de mètres, on était dans la cour d'un magnifique château. Et c'est probablement là, je dis probablement, là que se déroulaient les séances. On se réunissait et qu'on parlait. Il est curieux de constater que dans le même château, le comte de Saint-Germain a également été signalé. Donc il y a une piste. Il y a une piste. Voilà la même ferme. Voilà l'entrée de la ferme, l'entrée du logis plutôt, du fermier, de l'agriculteur. Et dans la pierre bleue de sa ferme, eh bien on rencontre des petits médaillons qui datent du XVIIIe siècle. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous connaissez le métier de tailleur de pierre, il est excessivement difficile de sculpter un bas-relief dans de la pierre bleue. Et bien ici, tout autour de cette porte, il y a des portraits gravés, des médaillons, mais qui n'ont jamais été identifiés. Vous ne verrez la présence de cette ferme dans aucun livre, même pas dans des livres de la franc-maçonnerie. Cherchez pas. Eh bien, il s'agit d'un portrait de Charles de Lorraine. On peut le reconnaître, lui, on ne peut pas se tromper. Il y a d'autres personnages. Là, ça devient un problème. On en a découvert certains, mais toujours avec un point d'interrogation. Ici, curieusement, voilà, il s'agit d'un moine. Vous voyez, ça tombe sûr. Donc c'est un moine qui était admis à ces réunions, qui se déroulaient dans ce logis de ferme, ou bien au château, par le souterrain. C'est possible. Ici, vous avez un autre médaillon, mais il est illisible, il est abîmé. Ah, ça tout de même 2 siècles et demi, presque 3 siècles, ces médaillons. Donc, l'érosion a fait que certains ont été abîmés. Vous le voyez mal, mais je vais vous le décrire. Curieusement, il y a en même temps, ici au-dessus, un chat. Je ne sais pas pourquoi. Il fait partie, ce n'est pas un graffiti, ce n'est pas quelqu'un qui s'est amusé. Non, pas du tout. Hein, c'est un travail de haute voltige de sculpter dans de la pierre bleue. Hein. Vous ne verrez jamais ça ailleurs, d'ailleurs. Il paraît que c'est excessivement compliqué. Les Tournaisiens ont dit ça. Donc, il y a ces médaillons. Il y a 2 architectes aussi. Je pense qu'il y a même le prince de Ligne, de Belleuil, qui doit être représenté également. Donc, des personnages influents qui participaient à certaines séances qui étaient organisées à cet endroit. Vous allez me dire pourquoi Bornival? Eh bien, ça reste un mystère. Il doit y avoir beaucoup de raisons que l'on ignore. Alors au Moyen-Âge, et jusqu'à la Renaissance, jusqu'au XVIIe siècle, les maçons qui travaillent la pierre signent l'œuvre qu'ils viennent de réaliser. Les gens qui font l'histoire de l'art prétendent bien souvent que au Moyen-Âge, on ne signait pas ces œuvres, c'est totalement faux. Tous les tableaux ont été signés, il faut trouver la signature. Ou bien on y place un symbole et on reconnaît le peintre si on connaît sa signature, son symbole. Eh bien ici vous avez un édifice, une église, et il y a une pierre dans cette église qui a été offerte à l'église, puisque les maçons offraient leurs pierres travaillées à l'église. Eh bien, cette pierre de cette église a été offerte par un maçon qui s'appelait Pierre Vinx à Feluy, également tout près d'ici. Donc, nous retrouvons
et c'est rarement comme cela, nous retrouvons, et c'est très facile, nous trouvons la lettre P, ici, et la lettre W. Il s'agissait de Pierre Vaincks, donc ce sont ses initiales. Mais c'est un cas rare, c'est le seul que j'ai rencontré. Pierre Vaincks faisait partie de la loge des travailleurs de Soigny. Il a réalisé beaucoup de choses à Soigny notamment, et c'est lui qui va offrir au nom des Sonégiens les pierres pour construire certaines maisons à la Grande Place de Bruxelles. Vous savez que la Grande Place a été complètement détruite sous le règne de Louis XIV, et on l'a reconstruite tout au début du XVIIIe siècle, tout à la fin du XVIIe, à partir de la fin du XVIIe, 1697, et les maisons existent, certaines ont été conçues par Pierre Vaincks. Une seule a été signée de cette façon-là. C'est pour ça qu'on est certain que l'homme a œuvré à la Grande Place, parce qu'on signait l'œuvre. Voilà une autre. Oui, c'est comme on dirait un sablier. On sait trouver de qui il s'agit. Hein. C'est pas très compliqué, il y a des livres à ce sujet. Ce qui veut dire que cet homme a fait extraire des pierres de sa carrière, il les a fait sculpter, il les a offerts à l'Église, seulement il a fait placer son signe. C'est un autre artisan de la pierre, lui signe de cette façon-là. Ce qui veut dire que lorsque vous allez visiter, et surtout dans le Hainaut, des églises, surtout des chapelles, eh bien, vous retrouverez ces signes et vous pouvez affirmer, si vous connaissez le signataire, vous pouvez affirmer que c'est lui qui a offert les pierres à l'église où il les a vendues. C'est possible aussi. Parce qu'on les offre parfois pour de bonnes raisons, je vais vous expliquer cela. Pour moi, j'appelle ça des pierres magiques. Cette colonne se trouve à l'intérieur d'une église, elle se trouve à l'intérieur d'une église, et cette signature fait face à l'autel. Imaginez-vous que depuis bien longtemps, ça doit remonter tout de même au XVIe siècle, eh bien toutes les messes qui ont été dites dans cette église, automatiquement sont dites pour la personne qui a sculpté ces pierres. Donc c'est un signe magique, en tenant compte que ce qui se passe sur un autel, dans une église, soit de la magie. C'est comme ça que l'on donnait, c'est ce nom que l'on donnait à la Sainte Messe au Moyen-Âge. Et c'est très vrai. Voilà encore un signe. Hein, c'est un mètre carré de Saint-Denis, à 5 km de Mons. Hein, lui, il a bien représenté ce que ça voulait dire. Il a fait un triangle, hein, et il a fait un fil à plomb, une longue ligne qui traverse le triangle. Je crois que c'est Maître Cambier de Saint-Denis. Il est mort d'un accident terrible. Il est en train de construire un bâtiment de l'abbaye de Saint-Denis. Il est tombé tout en haut sur le pavé. Bon, il est mort sur le coup. Il a eu le crâne fracassé. Et à l'endroit où il est mort, on a posé d'ailleurs son signe, en souvenir. Ici, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, ça pourrait représenter un maillet. Donc, à nouveau, nous avons affaire à une pierre. Nous sommes là à Braine-le-Château. Ça peut être un maillet. Mais, pour ma part, je crois qu'il s'agit également... Tout ça sont des signatures. Hein, parce que celui qui signe sa pierre, eh bien, lorsqu'il signe un acte, il signera de la même façon. Il placera la même chose sur les épaules de ses vêtements pour reconnaître ses vêtements. Ça devient donc comme une signature. Il ne signe pas autrement que par, on appelle maintenant cela, par sa griffe. C'est comme ça que ça se passait. Alors ici, je pense que c'est un signe protecteur. Les signes protecteurs ont toujours 5 côtés. Un signe protecteur, eh bien, ça se faisait comment? Vous allez me suivre, vous devez connaître ce système, ça s'appelle de la géomancie. La géomancie, c'est pas compliqué, mais ça devient très compliqué lorsqu'on l'étudie. Mais à la base, c'est 2 fois rien. Vous prenez 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous prenez 5 petites pierres. Hein, c'est le jeu des osselets, si vous connaissez le jeu des osselets. On prend 5 petites pierres, on les lance sur le sol, et puis
comme elles sont tombées, on va les réunir entre elles. Et on aura une figure comme celle-là. On a une figure de 5 côtés. Figure de 5 côtés, c'est une amulette, c'est-à-dire un talisman, quelque chose qui porte bonheur, qui protège. Et je crois que c'est un rapport avec la géomancie, cette signature d'un maître d'œuvre, qui par la même occasion, eh bien, nous présente une marque bien claire de son métier. C'est donc une pierre qu'il a signée à sa façon, et ça pourrait représenter également un maillet, pourquoi pas. Voilà, ici, nous sommes au XVIe siècle. Nous avons une pierre tombale à l'église d'Arken. Et remarquez, il n'y a pas de nom sur cette pierre tombale. Vous ne pouvez pas le voir parce qu'elle est assez grande. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de croix non plus. Il y a simplement une pierre tombale. Et il y a au-dessus un signe, une sorte de fourche. C'est ça que ça représente. C'est une fourche. Et voilà la preuve donc que cet homme était maître carrier, parce qu'on le connaît depuis. C'est une très vieille famille de Arkenfelui dans ces environs-là. Et au-dessus, il a mis son signe. Ça veut dire que lorsque vous verrez ce signe sur des pierres, dans les églises par exemple, eh bien, c'est lui qui les a fournis, qui les a fait tailler. Il est donc maître d'une carrière, il offre, il vend des pierres. Et on sait automatiquement de qui il s'agit, grâce à ce petit signe qui se trouve au-dessus. Voilà quelque chose de rare, mais il faut encore le savoir. Et ça se trouve à Saint-Denis, à 3-4 km de Mons. Eh bien, c'est la tombe d'un maçon. Attention, nous sommes toujours au XVIIIe siècle. Enfin, vous fixez cette date ici. Eh bien, regardez, la tombe d'un maçon, eh bien, vous remarquez qu'il n'y a pas de croix. Et aucune raison de mettre une croix. Parce que ici, il y a à nouveau la symbolique des chiffres qui va jouer. Remarquez cette pierre, elle est carrée, elle a 4 côtés. Le chiffre 4 signifie la terre, la croix à 4 côtés, donc il est inutile de mettre une croix à cet endroit. Mettre une croix sur une tombe dans un cimetière, c'est inutile puisque la croix représente la terre. Les croix dans les cimetières, c'est pas ancien, ça date de la Révolution française. Par là avant, il n'y avait jamais de croix dans les cimetières. Jamais. Ou de très rares exceptions. Chez les prêtres, par exemple, oui. Alors au-dessus, on ne représente pas la croix, mais on représente un triangle. Donc c'est Dieu le Père, celui qui a créé le monde. Là, ça se rapproche un petit peu plus. Vous avez des outils. Vous avez une truelle ici encore. Et vous avez un crâne. Le crâne qui ne veut pas dire je suis mort. Le crâne qui veut dire qu'il faut mourir pour revivre après. Toutes les sectes, toutes les religions ont un principe. Il faut mourir pour revivre. Que ce soit mourir en étant vivant, ça veut dire changer les idées, et on va naître d'une autre façon. Toutes les sectes, toutes les religions, le début, c'est la première épreuve qu'il faut faire. C'est un homme en plus qui était maître maçon, puisque vous avez des grades en maçonnerie, il y en a 3. Il y a l'apprenti, c'est celui qui entre. Il y a le compagnon, c'est celui qui peut prouver qu'il peut réaliser une œuvre. Et puis il y a le maître, qui est le grade supérieur. Bien souvent, on passe par les 3 grades. Eh bien ici, vous avez le premier grade qui sont les outils de l'apprenti. Le compagnon, c'est le carré. Et le cercle, qui est la chose la plus pure à réaliser. Celui qui arrive à faire un cercle, c'est qu'il a la maîtrise en symbolique. Et il a le cercle où toute sa carte d'identité se trouve inscrite. Donc c'est un homme ici, en analysant la tombe, je vois qu'il s'agit d'un maçon qui a travaillé la pierre, qui était membre d'une loge au XVIIIe siècle, et il a subi les 3 grades avant de devenir maître. Mais c'est important,
Lire les tombes, c'est très important. En voilà une autre. Il se trouve toujours un hainaut près de l'anse. Il y a au-dessus, vous avez une truelle, dans un triangle. Mais il n'y a pas de croix. Hein. C'est peut-être une des raisons pour laquelle on n'a jamais rentré dans l'église aussi. On l'a placée à l'extérieur. On l'a récupérée. En voilà encore une. Donc toujours au-dessus le triangle. Le triangle du maître, le triangle du chiffre 3, les trois côtés, et la représentation de Dieu le Père, c'est-à-dire le grand architecte. Les outils et en dessous le crâne. Alors, il y a la pierre, mais également le bois, puisque il y a des congrégations de maçons également qui travaillent le bois. Ici, nous avons affaire à des sculpteurs. C'est un buste qui se trouve dans le cœur de l'église de Soigny. Les 12 apôtres sont représentés là, les uns côté des autres. Et celui-là, il faut deviner un petit peu de qui il s'agit. Parce qu'encore une fois, c'est réservé à ceux qu'on appelle les initiés. Une minorité, vous allez passer 1000 fois devant ce buste sans savoir de qui il s'agit. Lorsqu'on connaît la façon de travailler de cette époque, eh bien, il faut étudier les symboles maçonniques qui ont été placés autour de ce personnage. Et ça devient des traditions. Vous avez, étant donné qu'il y a 12 bustes, vous ne pouvez pas vous tromper, il s'agit des 12 apôtres. Alors comment reconnaît-on les 12 apôtres? Eh bien, il n'y en a pratiquement qu'un seul qui est un berbe, qui n'a pas de barbe, c'est celui-là. Et lorsqu'on regarde de plus bas, on découvre qu'il y a des ailes d'aigle et il y a un calice. Inévitablement, les ailes d'aigle, le calice, et peut-être même parfois un petit serpent qui sort du calice, un petit serpent. Si l'apôtre représenté est un berbe, pas barbu, eh bien il s'agit de Saint Jean. Saint Jean qui est le patron de la plus grande partie des loges maçonniques. Parfois c'est Saint Jean l'évangéliste, parfois c'est Saint Jean-Baptiste, c'est l'autre, qui seraient peut-être les mêmes en symbolique. C'est possible. Ces deux patrons existaient également à l'époque des Templiers. C'était les mêmes, c'était les patrons des Templiers. Mais je crois qu'il y en a encore une autre, voilà. Voilà encore un autre apôtre. Ici, bon, mais il est barbu comme tous les autres. Comme la plupart des autres. Donc ici, on a déjà un élément en moins. Seulement, il faut regarder beaucoup plus près et voir qu'il y a un attribut, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va nous indiquer son nom, ou bien de qui il s'agit. Regardez ici plus bas, comme tout à l'heure, bien il y a l'équerre. Il n'était certainement pas franc-maçon, puisque c'est un apôtre, mais il faut retrouver l'apôtre qui travaillait soit la pierre, la construction, le dessin peut-être. En lisant les actes des apôtres, en lisant les évangiles, eh bien, vous retrouvez que cette profession est exercée par saint Thomas. Saint Thomas était architecte de profession. Automatiquement, on a indiqué ici l'équerre. Si vous ne savez pas, eh bien, vous passez votre chemin, c'est que ça ne vous intéresse pas. Vous ne saurez jamais de qui il s'agit si vous ne connaissez pas le système que je viens d'employer. On ne va pas continuer parce que ça deviendrait lassant, mais on peut le faire avec les 12 apôtres très facilement. Toujours à Soigny, je vous ai dit qu'il y avait des loges, mais parfois on se réunissait dans une chapelle d'une église. Je dis cela pas au hasard, tout confirme que, mais j'ai jamais rien lu à ce sujet. Seulement, lorsqu'on voit cette porte qui est magnifiquement bien sculptée, c'est la porte d'une chapelle où on ne sait jamais de ce qui s'est passé. C'est une très belle chapelle qui a été restaurée récemment. Seulement moi, l'indication, en voyant cette porte, je fais une référence aux maçons, c'est-à-dire, maintenant nous ne parlerons plus de maçons, nous parlons d'initiés, puisqu'ils savent et ils veulent nous instruire. Il y a deux anges, ici, là, qui jouent d'un instrument.
Vous savez, là, il y a une sorte de trompe, et là, c'est un salmoé, c'est un instrument qui n'existe plus, une sorte de serpent qui faisait un curieux bruit, mais qu'on trouvait dans les orchestres au XVIIe siècle, par exemple. Donc, cela veut dire qu'à cet endroit, il y a un message à percevoir. Lorsque vous voyez, et on l'a vu lors de la mystique, lorsque vous avez les anges musiciens, les anges chanteurs, c'est qu'il y a un message à récolter. Donc à cet endroit-là, il y a quelque chose qui est réservé seulement à ceux qui savent. Donc c'est pas plus. Je ne peux pas vous en dire plus, on n'en sait absolument rien, c'est déjà pas mal. Un ange musicien est initié également, c'est lui qui vous invite à rentrer, puisque l'ange musicien connaît la musique. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Vous savez que dans la musique, il y a 7 notes. Nous retrouvons de nouveau ici un chiffre maçonnique et le chiffre 7. Voilà ce que ça représente, voilà ce que cela veut dire. Voilà ici l'entrée, nous sommes dans une abbaye près de Mons. Voilà l'entrée d'un ancien cimetière. Dans l'abbaye, je vais vous montrer plus près. Voilà. Voilà. Il s'agit d'une devise latine d'un abbé de l'abbaye de Saint-Denis. La devise latine, c'est Pedet Entim. Et il avait son blason, c'est pas celui-là. Hein. Pedet Entim, en français, ça veut dire que pas à pas, vous y arriverez. Voilà ce que ça veut dire en français. C'est une devise latine. Et on a pris la chose à la lettre, pas à pas, vous y arriverez, eh bien c'est le cimetière. Ce qui est tout à fait normal, vous avez une indication au-dessus. Hein? Maintenant c'est un verger, plus personne ne sait qu'il y a eu un cimetière. Mais vous rentrez dans le verger, en dessous de cette porte qui existe toujours. Et la pierre existe toujours aussi. Ici c'est un peu plus complexe. Je vous ai montré tout à l'heure la fourche. Eh bien ici nous avons un blason, ce n'est plus une marque maintenant, oui c'est une marque, mais l'idée est différente, c'est un blason maintenant, où le blason sert à une chose, c'est que l'on retrouve les attributs de la famille. Et par le blason, vous pouvez faire l'histoire d'une famille. Bon, c'est très bref, mais rien qu'avec les couleurs du blason, vous savez donner des significations extraordinaires sur la famille hein, à qui appartient ce blason. Alors ici, remarquez que vous avez, c'est un signe qui est très curieux, mais ce sont des éperons. Hein, ce sont des éperons avec les petites roulettes ici, qui sont l'un dans l'autre. C'était le nom de la famille. La famille, c'était la famille Nopère. Nopère, c'est une famille de Feluy, des maîtres carriers. Il n'y a pas d'indication de nom. Il n'y a rien. Il y a simplement ce signe. C'est le blason de la famille Nopère, parce que lorsque vous mélangez les lettres de Nopère, vous obtenez un anagramme. Donc on savait que là se trouvait Nopère en question, parce qu'il y a des éperons dans son blason. Voilà comment on travaillait à cette époque. Il y a encore beaucoup de choses à dire, hein, je vous en fais grâce maintenant, hein, parce que le but c'est d'expliquer la franc-maçonnerie. Donc le blason a quelque chose de très important. La plante que vous avez tout autour, qu'est l'olivier, a une importance également sur le personnage, sur le caractère du personnage ou de la famille. Vous avez un aume de chevalier aussi. De la façon dont est placé le aume, ça vous donne des indications sur la famille. Vous voyez, tout ça n'est pas gratuit. Hein. Donc tout cela est réalisé par des initiés, des gens qui savent et qui travaillent en secret, puisque tout cela, ce sont des secrets. Hein. Voilà ici une tombe qui date vraisemblablement, celle-là, elle est beaucoup plus vieille, du XVe siècle. Et il y a une croix. Historiquement et vraisemblablement, ce serait la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. Avant cela, on représente toutes les croix comme cela en peinture. Nous, on s'est habitué à un petit morceau en plus, mais ça n'existait pas. C'est une représentation conventionnelle qui n'est pas tellement ancienne.
Lorsque vous lisez l'Apocalypse de Saint Jean, on parle de la croix des élus. La croix des élus, c'est celle-là. Mais cette croix est devenue la croix des chevaliers de Saint-Antoine. Donc, automatiquement, c'est devenu la croix de Saint-Antoine. Les chevaliers de Saint-Antoine existaient aussi en Hainaut. Donc, sur la tombe d'un chevalier, on a mis très peu de choses. On a simplement indiqué une croix qui est ce qu'on appelle le tau de Saint-Antoine. Ce n'est pas une croix comme les autres. Mais vous en trouvez également sur les tombes, et généralement des tombes qui se trouvent dans des cimetières de pestiférés. De pestiférés, les gens qui ont eu la peste, qui sont morts de la peste. Ah mais c'était courant à l'époque. Voilà ici, et ici c'est différent, remarquez, on a une tombe de la même époque, du XVe siècle, mais en plus de la croix, on a un calice. C'est un élément complémentaire. Celui qui a sculpté la pierre, c'est-à-dire le maçon, nous instruit que ici repose un prêtre, mais qui faisait partie de la confrérie de Saint-Antoine. Voilà comment on travaillait à cette époque. Seulement, je vous le dis une nouvelle fois, vous passez là, si vous n'êtes pas initié, vous ne comprenez pas. Hein? Maintenant, il y a encore d'autres choses à faire. Il faut reprendre toutes les inscriptions. Hein? Il faut déchiffrer ça, c'est du vieux français. Et puis, il faut analyser tout ce qu'il y a. Dans les quatre coins, en principe, ce sont les bêtes de l'Apocalypse, en principe. Hein? Et à ce moment-là, vous faites un résumé complet, sans connaître son nom, du personnage qui se trouve ici, sous cette pierre tombale. Voilà encore une tombe. Mais ici, c'est différent. Encore une fois, vous êtes confronté à une allégorie que l'on ne comprend pas. Hein? Sauf si ça intéresse, eh bien, on fera des recherches. Remarquez que, dans le fond, c'est une allégorie de la mort. C'est un avertissement. Il y avait souvent des avertissements dans le temps, hein, qu'il fallait faire attention à la mort. Et ici, tout s'y trouve. Vous avez bien sûr le crâne, qui veut dire la mort, on ne peut pas se tromper. Vous avez au-dessus le sablier. Le sablier, le sable passe, c'est le temps qui passe. Pour retourner le sablier dans l'autre sens, c'est le temps qui passe. Et au-dessus, chose rare, et que l'on trouve quand même, je ne sais pas pourquoi, vous avez le mouvement d'une pendule. Le mouvement d'une pendule comme on la connaissait au XVIIe siècle. Hein, ça veut dire gauche-droite, tic-tac, tic-tac, c'est un mouvement ancien. Ce qui veut dire qu'il faut être prêt à tout moment, parce que la mort peut arriver, on ne s'y attend pas avec le sablier. Et ça, c'est le temps qui passe, c'est le mouvement de la montre. Il y a deux ailes également, en principe, mais ce n'est pas le cas ici. On ne peut pas se poser de questions puisqu'on n'a pas de réponse. Normalement, vous devez avoir l'aile d'un ange et l'aile d'une chauve-souris. Mais ce n'est pas le cas ici. L'ange parce que vous pouvez disparaître le jour, et la chauve-souris, l'aile, vous pouvez disparaître la nuit. C'est extraordinaire. C'est un avertissement. Ça veut dire qu'il faut faire attention, qu'il faut vivre correctement. Voilà Saint-Roch également. Saint-Roch avec son chien qui tient le pain dans la gueule. Saint-Roch montre qu'il a guéri d'une morsure de son chien. C'est ce qu'on vous explique. Hein? Maintenant, je vous dirai un petit détail. Saint-Roch est un profane, il ne sait rien, il va tout apprendre en partant en pèlerinage à Rome, et il montre qu'il était blessé, ça veut dire qu'il ne savait pas, il était profane, il ne savait rien, il avait toujours en lui ce péché originel, il est parti en pèlerinage, maintenant il sait, il a été initié, il a la connaissance, il a été guéri, il n'a plus de blessure au genou. Voilà ce que ça veut dire. Saint-Roch a une pose assez caractéristique, comme Saint Boniface aussi. Saint Boniface, et il a le genou qu'il dénude en faisant un pas vers l'avant.
Au XVIIIe siècle, c'est devenu une pose typiquement maçonnique. Au moment où le récipiendaire, le nouveau entré en maçonnerie, il devait obligatoirement présenter au grand-mère son genou dénudé vers l'avant. Vous voyez que tout se retrouve dans des sculptures, comme ici, par exemple, mais avec une signification un petit peu différente. Encore autre chose, ici, vous avez un Christ aux outrages, hein, le Christ qui a été flagellé, attaché à sa colonne, qui n'est pas ici d'ailleurs, mais il y a deux choses, et je devrais aller faire la photo pour mieux montrer ça, il y a deux choses importantes que l'on retrouvera plus tard pour cette représentation. Il faut localiser l'endroit où ça se passe. Vous savez, les guides Michelin, ils n'ont rien inventé. Hein. Ça existait déjà il y a très longtemps, la preuve ici, hein, nous sommes il y a plus de 5 siècles. Remarquez que le Christ a à ses côtés une représentation d'un crâne, qui est tout différent de celui qui se trouve sur les tombes. Hein. Ça n'a aucun rapport. Quoique, ça pourrait en avoir un finalement. Ceci situe l'endroit. Vous savez que Jésus a été crucifié au Golgotha, et qu'en hébreu, Golgotha veut dire le mont du crâne. Hein. C'est du hébreu, c'est pas difficile. Le mont du crâne. Donc ici, on peut situer l'endroit où ça se passe. De l'autre côté, malheureusement vous le voyez moins, mais je vais vous le signaler, je vais vous en donner une description, il y a une sorte de plaquette avec 12 pierres. Normalement elles sont de couleurs différentes, mais ce n'est pas le cas ici puisque c'est très ancien. Ces 12 pierres différentes sont 12 diamants. Chaque diamant est en rapport avec une tribu d'Israël. Chaque diamant est en rapport avec une tribu d'Israël. Il y a donc 12 tribus d'Israël. Ça, vous le savez, 12 tribus. Ces 12 diamants sont également en rapport chacun avec un apôtre. Ça va, vous le suivez? Chaque diamant représente un apôtre. Ce qui veut dire que, ici, le Christ est censé être descendant de la maison de David, par son père, du moins pour certains évangélistes, hein? Et en même temps, s'il est descendant des tribus d'Israël, il est le représentant, il est le chef, si vous voulez, des 12 apôtres. Je vais vous donner un petit exemple sans m'allonger là-dessus. Vous prenez un calice à l'église, dans le trésor, on présente des trésors dans les églises, un magnifique calice avec des pierres précieuses. Ces pierres précieuses ne représentent pas la richesse de l'église, c'est faux. Ce sont les francs-maçons qui sont venus avec ça, ce sont tous ceux qui ont attaqué l'église, surtout à la Révolution française, c'est faux. Ça ne démontre pas une richesse. Ces pierres que vous avez ont un rapport avec les apôtres, puisque chaque apôtre est représenté par une pierre. Donc si vous avez certaines pierres, eh bien, vous devez retrouver un message en l'honneur, en la gloire d'un apôtre dans ce calice. C'est la même chose pour les chasses d'église, ou bien les saints. Il y a des pierres précieuses partout, mais évidemment qu'il y en a. Mais ça a une signification, ça a une raison d'être. Et ça, on l'a oublié. À la Révolution française, on a tout démoli, on a tout volé, et on a condamné l'Église à avoir des richesses. Mais oui, l'Église a des richesses, bien sûr, mais ça a une signification. Et on ne peut pas détruire cela. Eh bien, voilà quelque chose, encore une fois, qui vous paraît anodin, c'est-à-dire la représentation de l'Ecce Homo, du Christ aux outrages, et vous avez deux éléments très importants qui vous situent l'endroit où ça se passe. Ça, je dis, Michelin n'a rien inventé. Et vous avez de l'autre côté une signification en deux temps du personnage qui est représenté. Ici, je crois qu'on va en terminer ici. Ici, vous avez un autre système. Nous travaillons le bois maintenant. C'est un autre système. Nous sommes dans la chapelle. Non, nous sommes devant l'autel de l'église de la collégiale de Soigny. Eh bien, vous avez un autre système. On n'emploie plus de date. On n'indique pas de date. C'est du XVIIIe siècle ici. On n'indique pas de date. Seulement, grâce à cette formule latine qui se trouve au-dessus de, en général, tous les autels,
Il y a une petite formule qui veut généralement dire peu de choses. Mais grâce à cette formule latine, vous devez situer la date exacte à laquelle cet autel a été consacré. Vous savez qu'il y a eu de nombreuses apparitions. Il y a aussi une conférence à faire sur les apparitions, c'est passionnant. Chaque apparition reconnue, il doit y avoir ce qu'on appelle un cryptogramme. C'est-à-dire un message comme celui-là. Un message qui vous permet de situer l'apparition. S'il n'y a pas de cryptogramme, ça n'a pas de valeur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, hein? Mais ça a moins de valeur. Alors je vous explique le système. À partir de demain, vous devez savoir compter ça vous-même. C'est pas compliqué du tout. Bon, à la place, c'est Sonégis, Divo, Vencitis, Sacrum, ça veut dire que les Sonégiens invoquent la sacralité de Saint Vincent. Saint Vincent, c'est le patron de Soigny. Hein? Bon, remarquez qu'il y a des lettres qui ont été gravées plus grandes que les autres. On avait deux ici. Celles-là sont de grandeur. Ici, ici, celle-là, 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 celle-là et celle-là. Donc ce sont des lettres qui sont plus grandes que les autres. On peut s'interroger pourquoi. Vous remarquerez, si vous connaissez encore vos chiffres romains, eh bien vous remarquerez que ces lettres sont des chiffres romains que l'on a extraits de ce message. Qui dit chiffre romain dit nombre, il faut savoir détecter les nombres. Alors regardez au-dessus. C'est 1, c'est 1. Le D en chiffre romain c'est 500. 1. Le V c'est 5. En dessous nous avons le V 5, nous avons 1. Ah, ici nous avons le C qui est 100. Nous avons 1 de nouveau. Nous avons un C qui est 100. Nous avons 5, le V. Et nous avons le M qui est 1000. Alors, il vous suffit de faire une chose, c'est d'additionner tous ces chiffres entre eux. 1000, 5, 1105, 1106, 1206, 1207, 1212, 1712, 1713, et 5, 1718, et 2, 1720. Vous avez un chiffre de 1720, ça veut dire que l'autel à Saint-Vincent de Soigny a été sacralisé par l'évêque de Tournai à cette date-là. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous en rencontrez beaucoup dans les églises, dans les chapelles, parfois sous des édifices publics, mais il faut connaître vos chiffres romains, ça c'est pas compliqué, et il vous suffit de faire une grande addition et vous avez une date clé. Maintenant, si on a placé cette date de cette façon-là à cet endroit, ce n'est pas pour le plaisir. C'est qu'il y a une autre signification, à donner à cet autel, à cette chapelle, à cette église peut-être. Une double signification, mais le double malheureusement, on ne le connaît pas. Ou bien il faut beaucoup de chance pour le découvrir, parce qu'on ne connaît plus, on connaît le système, on sait ce que cela veut dire, mais on ne peut plus aller plus loin. Si on passe son temps à faire ceci, c'est qu'il y a bien sûr une double raison. Si vous descendez en dessous de cet autel, eh bien, vous avez ici la châsse de Saint-Vincent, c'est-à-dire, vous savez, cette magnifique maison en or parfois, dorée parfois, en bois parfois également, avec des pierres précieuses. La châsse de Saint-Vincent se trouve là. Et tout en dessous, il y a une galerie faite avec des colonnes de marbre. Et celui qui fait le pèlerinage à Saint-Vincent doit passer en dessous de ces colonnes, c'est-à-dire en dessous de l'autel, en dessous de la châsse de Saint-Vincent, pour demander l'aide du saint, ou bien une guérison. Généralement, on allait à Saint-Vincent pour guérir des rhumatismes, par exemple. Il y a deux Saint-Vincent. Il y en a un qui protège les vignerons dans le midi de la France, c'est pas le même, celui-là c'est un espagnol. Tandis qu'ici, c'est Saint-Vincent de Soigny, c'est un aiguiller.
C'est le mari de Sainte-Baudru, de Mons, entre autres. Il a fait beaucoup de choses aussi. Donc, il y aurait peut-être un rapport entre cette date, cet autel et le pèlerinage qui se déroule en dessous. A-t-on un jour eu une guérison extraordinaire? C'est possible. On n'en est pas sûr. On n'en est même pas certain du tout. Mais il y aurait quelque chose à découvrir à cet endroit. Vous allez me dire pourquoi n'a-t-on jamais cherché? Eh bien parce que nos historiens, ça les intéresse absolument pas. Depuis la fin du siècle dernier, et surtout ce siècle-ci, les historiens sont trop souvent laïques. Ça veut dire tout ce qui touche l'Église, on ne s'y intéresse pas. Les historiens sont très souvent également francs-maçons, c'est-à-dire doublement tout ce que l'Église fait, ça ne nous intéresse pas. Et bien souvent, bien, on préfère mesurer les petits murs qu'on trouve dans le jardin, etc. C'est beaucoup plus facile. Tandis qu'ici, il y a une recherche approfondie à faire. Il faut le temps, il faut chercher. Il faut surtout comparer cet endroit avec d'autres endroits également. Voilà ce que j'ai voulu vous démontrer. Maintenant, vous êtes armés pour plusieurs années. Hein? Remarquez au-dessus, mais vous le voyez mal aussi, il y a une croix. Mais on voit nettement que cette croix a été ajoutée. Alors on le voit, ça a été ajouté par la suite parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune raison de mettre une croix sur un autel. Il n'y a aucune raison. Et là, on voit nettement que ça a été ajouté. J'ai des tas d'endroits également où on voit que des croix ont été ajoutées, hein, parce que c'est redevenu à la mode. Même sur des pierres tombales, il n'y avait pas de croix, mais on en a placé une. On appelle ça christianiser une tombe. Ça ne fait pas de mal, mais on a tout de même transformé l'original. Je vous rappelle pour terminer que nous avons vu le problème de franc-maçon des gens qui travaillent, ce sont ceux-là aussi, voilà, ce sont des gens qui travaillent. Nous avons vu les autres loges, les loges actuelles, on ne travaille plus la pierre, on ne travaille plus le bois, mais les loges actuelles ont en principe récupéré les symboles de la franc-maçonnerie ancienne, tout ce que nous avons vu, les marques, les pierres tombales, etc. Ils ont récupéré tout cela et ils se sont attribués cette panoplie d'attributs pour se faire remarquer dans le monde, pour qu'il puisse encore y avoir un cachet d'origine à la franc-maçonnerie actuelle.